Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette conférence sur le thème des valeurs et du sport. Un modèle au service des entreprises. Pour en discuter, plusieurs décideurs sont avec moi. Ils ont la particularité d'être à la fois chefs d'entreprise et sportifs. Nous avons au fond du plateau Didier Lacroix, président du Stade Toulousain. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, il y a Bernard Dalmont, président de l'entreprise Défi 12 également, président de la Ligue Occitanie et trésorier de la Fédération française de natation. Bonjour. Bonjour. Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, chef d'entreprise et PDG d'IGEXAO. Bonjour. Et sportif. Et sportif Bonjour. émérite. Et enfin Didier Katzenmayer, directeur des affaires industrielles d'Airbus et président de la commission industrie de l'UIMM Occitanie. Bonjour. Bonjour, et ancien sportif. Et ancien sportif, évidemment, quand on a commencé. Sportif un jour, sportif toujours. Exactement. Alors Didier, justement, on commence avec vous. C'est à vous qu'on doit cette thématique. Moi, j'avais envie de démarrer avec vous et que vous puissiez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette thématique à la fois du sport et de l'entreprise. L'idée est simple. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui caractérise le Salon Siane sur cette édition 2018, c'est le fait qu'on parle de l'industrie 4.0. Derrière l'industrie 4.0, on y associe toujours de la robotique, de la technique, de la machine. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui va nous caractériser par rapport au modèle allemand, qu'on met toujours en avant, c'est le fait que l'homme doit rester au centre des préoccupations. Donc il me paraissait opportun qu'on puisse se poser 5 minutes, qu'on puisse prendre là le temps nécessaire pour pouvoir voir ce qui caractérisait l'industrie et le sportif de haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard des intervenants qui sont autour de la table, on va pouvoir avoir un regard éveillé et pertinent qui va nous amener cet axe de réflexion. D'où l'idée de cette table ronde. Donc effectivement, vous l'avez dit, l'humain est au cœur de la thématique du Salon Siane. Et pour vous, l'homme doit revenir au centre des débats. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous là. On est capable de mettre en perspective de l'intelligence artificielle. Par contre, l'homme est essentiel. Et donc, j'aimerais qu'au regard de cet échange que nous aurons, qu'on puisse justement voir le parallèle qu'on peut porter entre le sport et le sportif de haut niveau, entre le management et l'industrie. Et je pense que là, les acteurs vont pouvoir répondre à cette question fondamentale. Très bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet de suite avec Didier Lacroix. Didier, selon vous, justement, quelles sont les valeurs du sport qui peuvent représenter des valeurs, sinon communes, au moins des plus-values pour les entreprises? Les valeurs communes, me semble-t-il, sont des valeurs de loyauté. Alors, pour faire cette comparaison, je crois que très souvent, le monde des entreprises viennent chercher dans le monde du sport sur un phénomène appelé team building très souvent, l'état d'esprit dans lequel que l'on peut utiliser pour créer une cohésion d'équipe. Et dans cette cohésion d'équipe, je reviens sur la valeur primordiale, me semble-t-il, c'est la valeur de loyauté, autrement dit de respect des règles, respect de ses partenaires, respect des gens qui encadrent cette équipe. Je crois que de prime abord et de façon très très courte, la première valeur me semble ici. Après, on peut la transposer bien entendu, jouer les comparatifs et les différences, tout ce qui nous unit bien entendu dans l'ensemble de ces compositions d'équipe, avec notamment une problématique qui est arrivée dans le monde du rugby, bien entendu, qui est l'internationalisation du vestiaire, qu'on ne connaissait pas forcément chez nous, l'universalité de la langue, puisque de plus en plus nos entraîneurs parlent de plus en plus anglais, et quasiment exclusivement anglais dans un vestiaire. Donc toutes ces nouveautés qui viennent, que connaissent le monde des entreprises, puisque on discutait avec Didier il y a encore quelques jours, je pense pas me tromper, il y a une centaine de nationalités au sein même d'Airbus. Pour nous, on n'en est pas là dans les vestiaires, on est à 4 ou 5, mais il y a surtout un comportement différent également, une manière de se comporter, une sociologie qui devient différente. Alors on n'a peut-être pas la même chose sur la natation, qui est un sport plus individuel, on y reviendra tout à l'heure, mais pour trouver ces cohésions d'équipe, la première base, c'est la notion de la langue et de comportement également.
là encore, on peut trouver un certain nombre d'analogies. Alors, pour aller sur le secteur des différences et ne pas être trop long, on a une particularité dans le monde du sport collectif, c'est qu'on joue un match à peu près par semaine, et toutes les semaines, vous déposez 15 noms de titulaires, 8 noms de remplaçants, 2 noms du suppléant, et vous laissez sur le bord 14 à 15 joueurs. Et vous êtes une usine à frustration permanente qui a également à gérer. Ça veut dire que tous les jours, l'organigramme que vous traitez dans le monde des entreprises, quand on le pose sur la table, il fait un certain nombre de frustrés. Et bien nous, on crée cette frustration à peu près toutes les semaines. Il faut également le gérer. C'est une différence que l'on a là-dessus. Et pour revenir sur quelque chose qui me semble être un lien difficile à mettre en place dans le monde des entreprises, d'une part parce qu'il y a une mixité homme-femme plus que répandue maintenant, on se change ensemble et on se met entre guillemets à nu de façon réelle sous les douches. Et je crois qu'en termes de loyauté, en termes d'intégrité, en termes de mise à nu quand on le met en place, quand vous le vivez, ben vous vivez avec les hommes de façon un petit peu différente. Et je pense que pour nous, c'est un avantage plutôt qu'un inconvénient. Très bien, alors on va revenir avec vous tout à l'heure sur ces valeurs. Bernard Delmont, qu'est-ce que vous pensez effectivement de ce qui vient d'être dit par Didier Lacroix? Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Même si la natation est un sport individuel, mais on a aussi le water polo dans notre fédération. Et on se retrouve beaucoup avec un sport de contact important et avec beaucoup d'entraîneurs qui sont des entraîneurs qui parlent aussi l'anglais, puisque ce sont souvent des entraîneurs qui arrivent des pays de l'Est. Donc hyper important. Après, au niveau des valeurs, il est vrai qu'il y a le dépassement de soi qui est important dans le monde du sport, mais pas que le sport de haut niveau. Je crois qu'aujourd'hui, Didier parlait tout à l'heure du sport de haut niveau. Le sport en général, les pratiquants, nos collaborateurs dans les entreprises pratiquent du sport vraiment pour se dépasser, pour faire autre chose. Il y a le sport santé aussi qui est hyper important. Le goût de l'effort qui est important, on le retrouve dans l'entreprise aussi. La coopération, de travailler ensemble, même sur des sports nous, quand on a la natation artistique, on a aussi le fait de travailler ensemble, de travailler les uns pour les autres. La confiance en soi, c'est important aussi. Nos collaborateurs aussi ont besoin des moments où ils doutent, qu'ils puissent vraiment dire, allez, on y va. Le respect des règles, tu en as parlé, tout à fait. Le goût de l'apprentissage aussi. On a la même chose dans l'entreprise, on a le même à l'entraînement, on a les mêmes valeurs aussi dans le sport. La tolérance qui est importante. Il y a parfois des frustrations, il y a des décisions d'arbitrage qui ne sont pas tout à fait celles que l'on voudrait. Et dans l'entreprise, il y a parfois aussi des décisions qui peuvent faire des incompréhensions. Je crois que le sport aussi a une valeur qui est importante, c'est l'humilité. Quelque chose qu'il faudrait un petit peu mettre en avant. Alors, c'est vrai que ce que l'on cultive aussi dans l'entreprise, la culture d'entreprise, c'est l'esprit d'appartenance. C'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les sports. Moi, j'ai vécu avec les équipes de France de water polo et de natation course cet été à Barcelone et à Glasgow. On trouve vraiment cette envie d'être ensemble avec des gens qui sont de clubs différents. C'est encore plus compliqué. Il y a le respect de la différence. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des noirs, il y a des... oui, il y a des gens qui sont plus costauds. Hein. Mais... D'accord. Et puis la connaissance de soi. Je crois qu'on a besoin aussi d'avoir dans nos entreprises des gens qui savent un petit peu ce qu'ils se connaissent, qui connaissent leurs limites, qui savent un moment qu'il faut s'arrêter, qu'il faut peut-être souffler, qu'il faut faire confiance aux autres. C'est important de retrouver ça. Alors, dans l'entreprise comme dans le sport, il y a la notion de performance qui est importante quand même également. Oui, alors la performance c'est quelque chose qui est important. Attention, parce que ne soyons pas naïfs, arriver à trop de performance
on arrive parfois à avoir des problèmes de dopage qui arrivent, peut-être des actes d'anti-jeu qui font que de l'intimidation, des choses que l'on peut retrouver aussi dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose à faire très très attention. Il n'y a pas que des valeurs positives, il y a aussi le trop de performance qui amène aussi à un certain individualisme. Des gens qui ne travaillent que pour eux. On a l'exemple de footballeurs bien connus, des Neymar, tout ça, ils travaillent pour eux, ils travaillent pour avoir un salaire meilleur. Et je ne suis pas sûr qu'on travaille forcément que pour l'équipe là-dessus. Très bien, on va faire réagir Alain Di Crescenzo sur ces valeurs partagées entre le sport et l'entreprise. Bon. On a tout dit, évidemment. Moi je vais vous donner mes valeurs à celles de mon entreprise, parce que nous on ne recrute que sur des valeurs. C'est la base. Pourquoi? Parce que si on n'a pas les valeurs, les amis, on va avoir une compétence, il n'y aura peut-être pas de fidélité, il n'y aura peut-être pas d'affecto societatis, d'envie de travailler ensemble, ça veut dire que ça risque de ne pas durer longtemps. Donc le point primordial pour nous en termes de recrutement, c'est les valeurs. Alors moi je vais vous donner les valeurs de mon entreprise, vous allez voir que globalement, entre les valeurs de l'entreprise que je préside aujourd'hui et celles qui ont été énoncées par mes copains, on n'est pas très loin. La première, c'est l'audace. L'audace. Ce qui est terrible, je trouve, dans nos entreprises, c'est qu'on freine l'audace. L'audace, derrière, il y a le droit à l'erreur. Et je crois que quelque part, quand on va au but, quand on va à l'essai, il faut cette audace, parce que c'est jamais gagné. Donc je trouve qu'on est pareil. Deuxième valeur, c'est le dynamisme. Rien n'est donné. Moi, je suis dans un marché mondial, on fait des logiciels, on se casse la gueule avec des Chinois, des Allemands, des Américains, etc. C'est une guerre, bien sûr, de l'immatériel qui est très dure. Et le dynamisme, ça veut dire être à tout moment près du client, prêt à être agile, prêt à revoir ses plans d'action, à revoir ses roadmaps, etc. Le troisième point, c'est la considération. J'ai une société de service, il y a des femmes et des hommes. Même quand il y a des robots, on peut avoir de la considération aussi. Et la considération des gens pour qui on travaille et des gens avec qui on travaille. Ça passe en premier par les collaborateurs, par les clients et les partenaires. S'il n'y a pas la considération, donc ça ne marche pas. Derrière considération, vous l'avez dit tous les deux, je mettrai peut-être dans le sport le respect. Le point qui est évident, mais qui est peut-être mal vu dans le sport, de temps en temps, c'est le professionnalisme. Donc, pourquoi on va nous acheter à nous et pas à nos concurrents? C'est parce que nous sommes des professionnels de notre business. Et donc ça, c'est quelque chose que je cultive aussi. Et le dernier point que je cultive, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, ça veut dire la diversité. Chez nous, on travaille avec 21 nationalités dans le groupe IGE-UXAO que je préside. Je vous assure que c'est un bol d'air permanent. C'est une source d'innovation extraordinaire. Et derrière cette ouverture d'esprit, je retourne vers vous, c'est la tolérance. Cette tolérance que vous avez d'accepter les gens, d'accepter la différence, d'accepter le petit, le jamais gros, on n'est jamais gros, c'est nous accepter entre nous et nous dire qu'au fond, la performance dont vous avez parlé, je crois qu'il faut le dire, la performance, si vous voulez, elle est aussi dans la diversité. C'est ce qui nous challenge tous les jours. Et il y a deux valeurs que je ne cite pas dans mon entreprise, je vous ai cité les 5 valeurs, parce qu'elles sont, pour moi, une condition sine qua non. Que vous avez cité, l'honnêteté, il n'y a pas d'honnêteté, on ne rentre pas dans la boutique. Ça n'existe pas. On ne confie pas ni le portefeuille client, ni le portefeuille de trésorerie de notre trésorerie. Deuxièmement, c'est l'esprit d'équipe. Il n'y a pas d'esprit d'équipe, on ne rentre pas dans l'équipe. Ces deux éléments, ce sont, si vous voulez, on ne les discute même pas, et les valeurs, on les approfondit, et il faut un tronc commun de partage pour embaucher. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est une entreprise, les amis? C'est une équipe. C'est une équipe avec des adversaires, avec des challenges, avec des objectifs, avec des coachs. Le patron est un coach, c'est notre métier, avec un animateur. Donc, entre le sport et l'entreprise, de plus en plus avec une entreprise qui est mondialisée, je pense que c'est le même combat, la même victoire ou la même défaite. Très bien. Alors, on a vu maintenant ces valeurs, messieurs, elles sont clairement identifiées. Mais comment on fait pour essayer de les appliquer aux deux secteurs? D'un point de vue pragmatique, comment on peut faire? Didier Lacroix, est-ce qu'on prend des entrepreneurs, on les met sur la pelouse avec des joueurs? Est-ce que ça, c'est la bonne méthode?
Non, je crois que le but, c'est pas de donner des leçons quand on vient créer ce type de team building ou de relations inter-entreprises avec, entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Le but, c'est très certainement de partager, de s'ouvrir à cette curiosité, de savoir transmettre à l'ensemble des gens qui viennent autour de ce type de partage, de s'inquiéter ou de s'alimenter par des modes de management. Et vous savez, très rapidement, quand vous mettez, et Alain le disait encore à l'instant, avec une grosse similitude, quand vous mettez un chef d'entreprise et un coach, au départ, vous le mettez pour 10 minutes de discussion, 2 heures après, c'est à vous de les séparer. Parce que l'un se sert de l'autre et inversement, pour savoir créer ces analogies, connaître les réflexions, qu'est-ce qui est transposable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et le débat est passionnant. Plus dans l'encadrement, j'allais dire, que si vous mettez, excusez-moi d'être aussi caricatural, un ouvrier et un joueur. Pourquoi? Parce que tu rentres dans un rapport supporter en disant ah ouais, ce que tu fais c'est dur, ce que tu fais c'est bien, mais la transposition se fait pas de façon immédiate. La curiosité qu'il y a chez un manager ou un dirigeant d'entreprise et un coach, elle est immédiate. D'accord. Didier Katzenmayer, justement. Moi, vous m'entendez? Oui, Oui. c'est bon. Moi, ce que j'aime dans tout ce qui a été dit, c'est que je vais prendre une image. Quand on voit le match qui a été joué dimanche. Alors, vous allez dire que je suis un sacré supporter du Stade Toulousain. Je vous remercie pour la date d'ailleurs. C'est mieux de venir après le match contre Leicester qu'après le match de Castres. Donc, c'est vrai. Mais il y a eu quoi? Il y a eu là un esprit d'équipe. Il y a eu réellement une volonté affirmée face à une équipe qui, je rappelle, avait gagné 10 matchs consécutifs en Coupe d'Europe et qui était le champion du monde à titre. Ben, le Stade Toulousain s'est mobilisé. Et moi, j'aime bien reprendre les images que l'on a chez nous, dans notre monde industriel, dans lequel on va retrouver aussi des éléments fédérateurs. Ces éléments fédérateurs, c'est quoi? C'est un premier vol. Le premier vol d'un avion, il est toujours là pour amener toute une équipe dans un système et leur dire voilà, vous avez travaillé, vous avez pensé l'avion, vous l'avez vécu, vous avez souffert et aujourd'hui c'est du rêve à la réalité. Je peux vous assurer que quand on se retrouve sur le tarmac et quand on voit décoller, c'était par exemple le 19 juillet dernier, le premier vol du Beluga XL, donc de notre fameuse baleine qui nous transporte nos éléments structuraux inter-usines, ben là, il y a de la passion, il y a de l'envie. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est quoi? Et je répète ce message-là. Trop souvent, on veut mettre aujourd'hui une relation machine to machine. Elle est essentielle, mais je pense que l'humain et le fait qu'on, nous-mêmes, en tant que patron ou responsable dans une entreprise, on se doit d'amener ce plus. Et ce plus, il va se transmettre par quoi? Il va se transmettre par des valeurs et par des sentiments, parce que nous sommes des êtres humains. Donc aujourd'hui, moi je partage à 200% ce qui a été dit, à la fois sur les axes qu'a pu donner Didier, que Bernard a donné, et sur les valeurs qu'a appuyé Alain, en disant ma société, c'est une société qui, à la base, est une société de services, qui fournit du logiciel, donc de l'immatériel. Et bien en fournissant de l'immatériel, il véhicule une âme à l'intérieur justement de sa structure. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Chez Airbus, on se l'applique tous les jours. Alors on a une chance, c'est qu'on a un produit qui fait rêver.
C'est clair. Par contre, c'est derrière des hommes. Et quand on va chercher du sportif de haut niveau, quand on va chercher du coaching vers le Stade Toulousain ou vers d'autres structures, on va chercher quoi? On va chercher du management. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est n'oublions pas, la technologie, elle est superbe. Par contre, on n'est rien sans ce management et par rapport à ses valeurs. Et moi, si j'ai un message, j'ai un seul message à dire et à faire véhiculer, si on arrive à paralléliser un ensemble d'actions, à aligner des planètes sur nos premiers vols, c'est parce qu'il y a un vrai projet et il y a une envie. Et là, on se met en perspective. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que ces éléments-là doivent revenir au centre du débat. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, je suis peut-être redondant, je suis peut-être un peu pénible dans mes propos, mais je tiens à rappeler une chose, c'est que la machine, elle fera ce qu'on a envie qu'elle fasse. L'humain, il faut qu'on l'amène à grandir, il faut qu'on l'amène à réfléchir, à se surpasser. Et je pense que ça, c'est un élément qui est essentiel dans nos structures, d'où cette réflexion qu'il faut avoir. N'oublions pas ce management qui est essentiel. Très bien, alors le management est important. On va rentrer un petit peu plus dans le personnel, puisqu'on parle d'humain. Bernard Dalman, tout d'abord. On a vu aujourd'hui comment finalement les valeurs du sport et de l'entreprise sont importantes, sont communes. Mais dans le concret, par exemple, comment ça se passe pour vous quand vous choisissez un collaborateur? Alain Di Crescenzo a dit qu'il y avait des valeurs fondamentales comme l'honnêteté notamment. Est-ce que vous allez regarder par exemple les petites lignes en bas du CV pour le recrutement? Tout comme Alain, c'est vrai que les valeurs d'honnêteté, le fait d'engagement dans le monde associatif est important. Il ne faut pas le dire parce que s'il n'y a pas la directe là, mais si des inspecteurs du travail, mais ça pourrait être oui. On les salue. Ça peut être de la discrimination, mais moi je regardais systématiquement que le collaborateur fasse partie d'une association, soit impliqué dans une association. Que ce soit sportif ou culturel, pour moi c'était quelque chose, faire partie d'un projet, travailler sur un projet. Pour moi c'était tellement important. On a même eu des exemples au départ de l'entreprise. Moi j'étais éducateur de football au départ, hein, donc je prenais mes mercredis après-midi pour aller entraîner des jeunes parce que ça me paraissait important en tant que chef d'entreprise aussi d'aller donner ces exemples. Chaque fois qu'un collaborateur était impliqué dans un club de sport, qu'il a demandé d'aménager ses horaires pour aller accompagner des jeunes, leur expliquer un petit peu toutes ces valeurs, c'était quelque chose qui était donné systématiquement. On le retrouve aussi dans l'entreprise avec les jeunes que l'on accompagne aujourd'hui. Je regarde beaucoup qui pratiquent du sport. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, même si j'en ai pratiqué dans le temps que je n'ai pas trop le temps de le faire, mais c'est quelque chose qui me paraît important. Un collaborateur qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui va être bien dans sa tête, bien dans son corps et qui, au niveau de l'entreprise, je pense, pourra supporter beaucoup plus de choses et être beaucoup plus impliqué. D'accord. Puisqu'on est toujours dans le personnel, Alain Di Crescenzo, peut-être revenir sur ce que le sport représente dans votre parcours professionnel. Ah, bon, même dans ma vie, parce que quand je parle généralement du sport, je dis qu'il m'a éduqué, il m'a à la fois tué et sauvé, mais je reviendrai là-dessus, et il m'a permis d'entreprendre. Alors c'est beaucoup, hein. Bon, il m'a éduqué parce que vous le savez, peut-être pas, mais moi je suis pas toulousain, je suis marseillais. Et je suis né dans les quartiers du Panier à Marseille, donc dans un quartier qui bougeait un petit peu. Et donc le sport, c'était la possibilité d'une famille très simple d'être canalisé. Alors j'étais judoka, j'ai commencé le judo à 4 ans. À l'époque, on commençait à 4 ans et ça m'a canalisé, ça m'a permis de suivre un parcours scolaire un peu chaotique au début, dans tous les cas, parce que je voulais faire plein de choses, mais surtout pas aller à l'école. Mais par contre, toujours dans une espèce de ligne droite d'honnêteté et de respect. La deuxième chose qui m'a permis, le sport, et ce que je vous disais, c'est qu'il m'a à la fois permis, m'a sauvé et m'a tué. Alors j'étais judoka skieur et je faisais de la moto. À 17h30, j'ai une fracture de la colonne vertébrale. Et là, c'est pas bon. Mais là où le sport m'a sauvé, c'est que
comme j'étais judoka, j'étais compétiteur, donc à 18 ans, ma colonne vertébrale ne s'est pas déplacée. Et donc ça veut dire que j'ai eu une coupure franche d'une vertèbre de L4, mais sans déplacement. Ça veut dire que je suis resté pendant à peu près 1 an sur le carreau, mais je peux marcher sans autre gêne que ça. Alors le gosse qui était sportif, qui voulait faire le Krebs ou l'UREPS à l'époque, c'était d'ailleurs le Krebs, alors il savait faire quoi d'autre? Ben, il savait faire des maths. Et donc ça m'a permis de faire après des classes préparatoires, parce que j'étais vraiment bon en maths et je faisais du sport, donc j'ai fait des classes préparatoires, et donc je suis devenu ingénieur. Et puis après mes études d'ingénieur, que j'ai terminées pour une partie dans le centre de recherche à Polytechnique, je faisais un footing, parce que j'avais repris le sport et j'étais dans l'équipe de l'X, 5 ans après mon accident. Et donc je faisais du sport et un monsieur m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire comme boulot quand tu auras fini ton service militaire et ton DEA en mathématiques appliquées? Moi je lui dis écoute, moi je vais aller à Marseille, je vais rentrer chez moi quoi. Il me dit tu veux pas rentrer dans ma boîte? Elle s'appelle XAO Industrie et c'est une entreprise que je n'ai jamais quittée. Et là le sport est revenu, m'a appris beaucoup de choses. J'étais patron à 26 ans, président de société cotée à 35 ans. J'ai vécu dans mon entreprise 10 ans excessivement difficiles, un ventre mou de 10 ans et 10 ans de bonheur dit de facilité. Et le sport m'a appris une chose. Premièrement, à enlever mon stress. Ça, c'est pas compliqué, les amis, parce qu'on va courir, on se dépense, on va sur un tapis du judo, on prend quelques branlées, ça enlève facilement le stress. Après, il faut le dominer, le stress. Apprendre à dominer. Et ça, c'est l'émotion que l'on a quand on fait un sport de combat, quand on entend le sifflet, qu'il faut se jeter à l'eau, quand la partie commence, quand on fait la première mêlée. Ça apprend à gérer. Ça apprend à gérer le stress. Ensuite, ça m'a appris à gérer la souffrance. C'est dur le sport en compétition. C'est dur de gérer une entreprise. Et cette souffrance, il faut l'accepter. À gérer et accepter cette souffrance. Et surtout, ce qui est important, c'est l'échec. Quand on fait du sport, j'étais en victoire cette semaine, c'était un peu plus compliqué celle d'avant, il y a quelque chose qui nous fait avancer, encore plus que des victoires, et ça j'y crois beaucoup, c'est l'échec. À condition qu'on sache rebondir sur l'échec. Et j'ai appris à rebondir sur l'échec en échouant dans le sport. Ce qui m'a appris d'accepter ces 10 années difficiles, qui étaient les 10 premières années où je ne savais pas ce qu'était l'entreprise et le management des hommes et des femmes. Et ça m'a beaucoup appris. Le dernier point peut-être, j'étais judoka et je faisais des compétitions par équipe. Et quand on combat par équipe, il ne faut pas taper, il ne faut pas arrêter. Et des fois, on avait les bras qui étaient comme ça, sur des clés de bras, vous savez, proche de la rupture. Et on ne lâchait pas pour faire gagner l'équipe. Et ça apprend aussi à être solidaire. Ça apprend aussi à animer, parce qu'on avait des jeunes qu'il fallait animer, et auxquels il fallait transmettre les valeurs et cet esprit d'équipe. Et ça, c'est le sport qui me l'a appris. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est vous parler d'émotion. Moi, quelque chose qui me donne de l'émotion, à avoir les frissons, à avoir les larmes aux yeux, c'est quand il arrive quelque chose à ma famille, bien sûr, et c'est le sport. Et j'ai une vision, et je m'arrêterai là, sur l'émotion, c'est que je regardais mon fils faire du ski, il avait 8 ans, et il passait son chamois, un petit tout, ouais. Et je vois un Schtroumpf descendre cette piste-là. J'étais peut-être un peu fatigué, c'était les premiers jours des vacances, ou c'était dans les premiers jours des vacances. Et j'ai vu ce petit tout et je l'ai vu regarder, je l'ai vu passer ses portes de façon assez admirable. C'est mon petit, bien sûr. Et je puis vous dire que quand j'ai compris que c'était mon fils et qu'il a eu son chamois, et comme j'ai vu d'autres, des victoires de mes enfants et de mes amis, ça, c'est l'émotion. Voilà. Et le sport, ça m'a éduqué, ça m'a appris mon business, ça m'a appris à gérer, et ça me conserve cette émotion naturelle qui est le sens de la vie. Voilà ce que je voulais dire là-dessus sur mon côté personnel. Très bien, merci Alain. Alors, Didier Lacroix, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on a vu aujourd'hui, on a vu beaucoup ce que le sport pouvait apporter à l'entreprise. On va juste inverser un petit peu le prisme et voir ce que l'entreprise peut aussi apporter au sport, en guise de deuxième partie. Et Didier Lacroix, on a vu aussi que le digital, notamment, était très important pour le sport et que vous-même au stade, vous vous emparez de cette technologie connectée.
Ouais. Encore une fois, une entreprise sportive, parce que le Stade Toulousain est une entreprise sportive. La question dont on peut se poser, c'est effectivement quel type d'entreprise nous sommes. Et nous ne sommes pas une industrie, loin s'en faut, même s'il y a pas de produits. On est avant tout une entreprise de service. Donc, dans les entreprises de service, il y a un savoir-faire, il y a de compétences, Alain le disait tout à l'heure. On essaye d'avoir les meilleurs hommes aux meilleurs postes. Et on essaye d'être bon en recrutement. Chez nous, au Stade Toulousain, plutôt bon en formation, ce qui évite le recrutement. On a petit à petit gagné ce monde complémentaire. Alors il y a deux ordres de digital où on peut regarder le monde de la data plus globalement au travers de deux directions. La première, c'est tout ce qui est dans la dimension du commerce, mais c'est moins intéressant aujourd'hui parce que, après tout, de la manière dont on se sert du digital dans le monde du sport, c'est la même chose que dans l'ensemble des entreprises d'advertising pour pouvoir promouvoir globalement notre billetterie. Bon, je ne vais pas y rentrer dedans. Ce qui est plus intéressant, c'est les expériences et les datas dont on se sert pour mieux pratiquer notre premier objectif, c'est le monde du rugby. Et je vais commencer par un contresens, c'est-à-dire qu'au-delà de la technologie que l'on peut utiliser, et on ira plus loin tout à l'heure, il faut donner un sens aux chiffres, comme toujours, sur un plan des statistiques, s'il n'y a pas l'homme qui manipule ces chiffres derrière ou qui les utilise, on peut avoir un contresens terrible. Premier contresens qu'on a eu un jour d'un entraîneur, il nous dit, ben voilà, vous tombez trop de ballons à l'entraînement, à partir de maintenant, on va les comptabiliser et quand on tombe un ballon, vous allez faire 10 tours de terrain. Et on n'a plus tombé un ballon. Mais au lieu d'avoir le but escompté, c'est-à-dire de jouer de la précision, si vous oubliez de préciser, je veux le même jeu, le même risque de passe, le même risque que vous avez pris depuis le début de l'entraînement, mais sans tomber le ballon. Si vous ne précisez pas ça, la seule façon de ne plus tomber le ballon, c'est quoi? C'est de ne plus le passer. Et donc tu conserves tous les ballons. Et tu joues comme un mulet, comme un bourricot tout l'entraînement. On n'a pas tombé de ballon. Donc les chiffres, encore une fois, il faut être très très attentif sur la manière dont on les traite. Et la première chose, aujourd'hui on a un data scientist, un des entraîneurs, qui pendant l'ensemble de l'entraînement regarde, puisqu'on mesure l'ensemble des déplacements de chacun des joueurs au travers de GPS, l'intensité dans laquelle il travaille, c'est-à-dire est-ce qu'il travaille à haute intensité, on connaît sa vitesse maxi, on sait s'il est à 80% de sa vitesse ou s'il a passé l'entraînement à 20% de sa vitesse. Il contrôle ce qui se fait pour pouvoir avoir une incidence non seulement sur son entraînement, mais également une protection à part entière sur le monde de la santé. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'adapter véritablement le contenu d'un entraînement pour essayer de protéger un joueur et lui dire ben, on t'arrête maintenant pour pas que tu te blesses. Et la première chose qu'on a intérêt à faire dans ces moments-là, c'est de lui dire pourquoi il porte un GPS. Parce que la nature humaine elle est faite ainsi. Quand vous dites au premier que l'on prend comme joueurs expérimentaux pour leur dire dorénavant tu vas avoir un GPS dans le dos, donc on va te contrôler partout où tu vas, je parle uniquement du terrain bien entendu, il est plutôt réticent. Il est plutôt réticent d'être contrôlé. Pourquoi il se mettrait une contrainte supplémentaire, non pas une contrainte physique à porter? Pourquoi ce monde de la surveillance, déjà qu'elle arrivait petit à petit sur la vidéo, les caméras d'angle, sur comment le joueur accepte ça? Et en fait,
ce qui est intéressant, c'est de leur dire comment on va améliorer leur performance et donc apporter un discours complémentaire à tout ce qu'on va importer du monde de la data pour pouvoir dire voilà à quoi ça va servir, notamment sur ta performance, notamment pour te protéger en termes de santé, notamment pour que tu puisses t'auto-analyser. Parce que ce qui veut pas dire, dès lors qu'on a des mesures que l'entraîneur ou le coach va sanctionner en fonction de ces données, mais au contraire amener un regard sur soi-même et une préparation complémentaire. Donc pour revenir à la question initiale, l'apport du monde des entreprises peut être dans le partage, encore une fois, sur les analogies dont on a parlé tout à l'heure, et au-delà du vocabulaire, d'aller dans des comportements où effectivement on s'alimente les uns les autres. Il y a également une partie là un peu plus industrielle et toute l'arrivée de la donnée, notamment dans la performance, qui peut aller très loin. Et nous, on a vraiment toujours voulu au Stade Toulousain de pousser cette curiosité. On a travaillé avec des industriels du monde de l'aéronautique pour fabriquer la première Scrum Machine. C'est tout simplement une machine qui reproduit l'ensemble des poussées que l'on a en mêlée. Quand je dis l'ensemble, c'est les spécificités à droite, à gauche, les angles d'attaque et comment cette équipe peut venir s'entraîner contre l'ancien joug. Comment l'entraîneur peut le rendre plus performant. Et encore une fois, ça n'est d'une chose, c'est la protection du jeune joueur pour commencer à lui faire apprécier la mêlée en toute sécurité, parce que ce joug, lui, ne tombe jamais. Et c'est quand on tombe qu'on se fait mal en mêlée. Lui ne tombe jamais. Et on commence à le renforcer musculairement avant même de le mettre à balle réelle. Donc, je peux vous citer d'autres exemples, notamment sur l'entraînement du côté de l'enrichissement de la qualité de l'œil pour l'ensemble des trajectoires. C'est quelque chose qu'on a importé, qui existait déjà dans le monde du tennis, pour lire les trajectoires de balles qui arrivent à 200 km/h dans les services. Nous, ça arrive un petit peu moins vite, bien entendu, mais c'est également de pouvoir avoir une vision périphérique, de savoir qu'est-ce qui travaille le plus dans la lecture d'une situation. C'est bien sûr l'œil, et on est obligé d'aller toujours plus loin. Encore une fois, pourquoi? Parce que plus on va haut dans la compétition, ce qui fait la différence, on joue à peu près le même rugby qu'en Fédéral 3, hein, sauf qu'on le joue plus vite, ça tape plus fort, le moment de prise de décision est toujours plus important, et là on se rapproche encore une fois du monde de l'entreprise. Ce qui fait la différence entre le contrat avec Airbus plutôt que le contrat avec n'importe quel autre donneur d'ordre, c'est que le contrat, il est avec des chiffres supplémentaires, avec des moyens à mettre supplémentaires, il met un peu plus de pression, et c'est pour ça qu'il met un peu plus en appétit, un peu plus en émotion. Très bien, merci. Didier Katzenmayer, vous souhaitez réagir aux propos de Didier Lacroix? Oui, je pense que ce qui est important et qui reflète bien l'analyse, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus digital, où l'entreprise va rentrer dans un cadre, et ce serait le danger dans lequel il ne faut pas qu'elle rentre, dans un cadre, on va dire, de dématérialisation, dans lequel l'informel, disons, reste, et la neutralité et, on va dire, l'inhumain va être au rendez-vous. On a de plus en plus de sociétés qui rentrent dans des suivis d'indicateurs, et comme je dis, trop d'indicateurs tue l'indicateur. Et c'est bien ce qui est reflété, c'est-à-dire que finalement par rapport à un sportif de haut niveau, sur lequel on va aller chercher de la performance, lui mettre en fait trop d'informations ou manager mal l'information que l'on a, peut nuire finalement à l'excellence industrielle. Et je fais le parallèle, et c'est totalement portable dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on a des éléments avec l'évolution du numérique qui nous permet d'anticiper et de voir des choses qu'on ne voyait pas précédemment. On le voit dans le monde de l'aéronautique, mais dans tous les secteurs d'activité. On le voit dans le médical, et c'est de très bonnes choses. Donc il y a des avancées qui sont notables et qui vont nous permettre de grandir. Par contre, là où il faut qu'on reste vigilant, c'est sur ces exemples-là. Et nous, on a la même problématique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, à force d'avoir trop d'informations ou qu'elles soient mal interprétées, elle peut donner des faux diagnostics. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de faire ce parallèle. Et je pense qu'il est simple, et ça parle à des patrons d'entreprise.
Donc on peut déployer un vrai plan stratégique, on peut utiliser la machine. Par contre, ça c'est le premier truc. Le deuxième point sur lequel moi je voulais revenir, c'est finalement on dit qu'est-ce qu'amène le sport dans le monde d'entreprise et qu'est-ce que le monde d'entreprise amène dans le sport. Moi je reviendrai sur les propos d'Alain qui était très puissant dans le sens où finalement le sport lui a mené ce tuteur et j'ai le même parallèle. Alors vous allez dire que finalement c'est un fait exprès puisque moi aussi mon sport de prédilection a été le judo. J'ai fait 15 ans de judo et j'ai fini sportif de haut niveau à Coubertin. Donc je peux en parler aussi. Mais c'est des fondamentaux et des valeurs. Et les valeurs de l'entreprise, elles doivent se retrouver. Quand on rentre dans un dojo, on rentre et on a un code de valeurs. Le code de valeurs, c'est déjà de se déchausser et de saluer le tapis sur lequel on va finalement combattre. Mais avant de cela, on va saluer le référent, le maître et nos adversaires. Et quand on a fini le combat, on salue de nouveau son adversaire. Je pense que ces fondamentaux-là, ils sont importants dans une société qui évolue et qui évolue des fois de façon inquiétante. Je ne suis pas là pour faire un discours politique, mais je suis simplement pour amener des fondamentaux. L'entreprise, elle est là aujourd'hui et on y vit, 80% de notre vie actuellement. Donc on y passe beaucoup d'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est revenir sur ces fondamentaux qui permettent de rassurer nos collaborateurs. Donc là, je reviens sur ce qui a été dit. Effectivement, je pense que le sport nous amène des principes de vie. Et ces principes de vie sont applicables dans le milieu d'entreprise, mais sont également applicables en tant que citoyen tous les jours. Et je pense que ça, c'est une hygiène pour atteindre justement l'excellence industrielle. Très bien, je vois qu'il y a pas mal d'adeptes de Jigoro Kano autour de la table, c'est pas mal. Alors, on va terminer, messieurs, peut-être qu'il y aura des questions dans la salle, mais on va terminer par un dernier tour de table avec des conseils, justement, ou des appels sur cette thématique des valeurs du sport et de l'entreprise. Quel conseil ou quel appel vous pourriez formuler à la fois pour les spectateurs et pour le public? Alors, Didier Lacroix, on commence et puis on va faire le tour de cette manière-là. Il me faut répéter la question. Quel conseil on peut se permettre? Je le dis toujours, moi j'ai aucun conseil à donner. Quel conseil voulez-vous donner? Quand je fais ce type d'intervention, j'essaye de parler avec le plus de détails de ce que nous faisons. Et après, c'est à chacun d'entre vous de capter la chose que vous pouvez réadapter. C'est ça le plus intéressant. Moi, je ne suis pas prof d'école, je ne pense pas que tout soit transposable. Ce dont je suis persuadé, pour revenir sur ce que dit Didier, c'est qu'on ne peut pas aller contre son temps. C'est une évidence. Vous voyez, il y a cet outil qui est sur la page. Tout le monde l'amène au bureau. Je ne suis pas si vieux que ça, mais je suis né dans une génération où il n'y avait pas forcément toujours le portable. Et au bureau, tu ne te permettais pas de prendre une conversation privée. À la maison, tu n'appelais pas pendant l'heure où tu étais à table. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais il faut s'adapter. Par contre, il faut arriver, comme vous le faites avec les enfants en termes d'éducation, il faut adapter un certain comportement. Donc pour revenir à ce qu'on disait, le seul conseil que j'ai à donner, c'est d'essayer d'être le plus en phase sociologiquement avec ce que nous propose la technologie, mais de garder l'humain au milieu de ça. Et moi, l'avantage que j'ai, c'est que c'est la matière première. C'est que, pour revenir à mon exemple, quand ils sont sur le terrain, ils n'amènent pas le portable. Donc, je suis gâté quelque part. Parce que chacun, d'une manière ou d'une autre, se protège. Alors, ils l'ont dans d'autres endroits. Mais, effectivement, c'est de regarder l'environnement dans lequel on est, le portable notamment et les écouteurs, parce que ça va souvent avec. Il y a des moments où il faut savoir leur interdire. Parce que si vous ne leur interdisez pas quelque chose, alors faut choisir le bon moment. Mais si vous ne savez pas leur interdire, en fait, il n'y a plus de communication entre eux. Et pendant la communication que vous avez, notamment en après-match, c'est ce qui permet de déceler les 2-3 choses qui ne se sont pas bien passées et qui, si on réussit à les désamorcer dans l'heure qui suit le match ou dans les
5 heures qui suivent le match, et notamment par rapport à cette troisième mi-temps qui est plus identique à celle que l'on a connue, mais cet instant qui nous permet de débriefer, ben, comme par hasard, il y a moins de clash. Parce qu'on n'attend pas le moment de rupture, c'est-à-dire le moment d'insatisfaction totale, parce qu'il y a une accumulation d'erreurs, parce que vous avez su avoir cette décharge et cette communication entre eux au bon moment. Donc, adaptez et ne le sortez pas du contexte. Ce qui est important, c'est de reproduire dans vos entreprises les troisièmes mi-temps. Autrement dit, qu'est-ce que je mets en place pour qu'on puisse décoder la partie professionnelle et comment je peux la mettre? C'est ce qu'on fait pendant les séminaires, c'est ce qu'on fait quand on permet de mettre du restaurant d'entreprise, c'est ce qu'on permet pendant qu'on permet aux gens de faire du sport entre eux. C'est pendant ces moments-là qu'ils vont débriefer la phase professionnelle et pouvoir, dans un autre univers, faire passer un certain nombre de messages qui permettent d'être plus opérationnels et plus performants le lendemain. Très bien, adapter donc les troisièmes mi-temps à l'entreprise. Tout expliqué, Bernard Dalmont. Moi, j'aurais envie de dire aux chefs d'entreprise, prenez du temps pour aller prendre une licence dans un club de sport. Prenez des responsabilités dans les clubs de sport. À plusieurs raisons, parce que vous allez être en contact avec des jeunes. Vous allez pouvoir expliquer ce que c'est l'entreprise. C'est pas une usine, c'est pas un endroit où on souffre, c'est un endroit où il y a des projets, où on travaille en équipe, ce qu'ils vivent, ce que l'on vit régulièrement. Moi, j'ai vraiment envie de dire ça, vraiment, aller dans les clubs. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi la partie sponsoring, partenariat qui est importante, mais au-delà de ça, c'est de faire passer des messages. Moi, je le fais. On a travaillé sur un championnat de France avec l'UMM, où il y avait un stand, et on a été surpris de voir le nombre de jeunes qui nageaient là, des jeunes qui avaient entre 14 et 18 ans, qui sont arrêtés pour demander qu'est-ce que c'est, tout ça. Je trouve que c'est hyper important. Et après, j'ai envie de dire au monde du sport et aux sportifs de haut niveau aussi, faites du sport à très haut niveau, oui. Il y a un double projet aussi à travailler, école et sport. Et puis, je crois qu'il faut qu'ils essayent de se vendre par des dirigeants que l'on est, nous, de dire, voilà, moi je cherche du travail ou j'ai un projet qui va mûrir. Derrière, on peut les mettre en contact avec des entreprises. Nous, on le fait au niveau de la natation. On a des jeunes qui étaient aux Jeux Olympiques, qui sont partis chez... Tu en as eu quelques-uns, Didier, chez toi. Il y en a chez EDF. C'est quelque chose qui est important d'accompagner ces jeunes et de leur faire voir qu'après le sport de haut niveau, il y a une autre vie et qu'on peut les accompagner, qu'on est là, nous, pour les accompagner. Et on a besoin pour ça de s'investir dans les fédérations, dans les clubs et d'amener du professionnalisme parce que parfois on confond trop dans les clubs. Oui, on est des bénévoles, oui, on est bénévoles, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut être conscient vraiment de ses responsabilités. Il faut être professionnel. Et je crois que ça, c'est des messages à faire passer. J'ai envie de dire aux chefs d'entreprise, vous avez un club à côté, allez voir ce qui s'y passe, devenez dirigeant, vous verrez, c'est passionnant. Et en plus, le week-end, plutôt que de rester entre chefs d'entreprise, entre nous, eh bien, le week-end, on se retrouve avec la vraie vie. Ce qui se passe avec des jeunes, avec des gens qui sont en difficulté. Moi, je me rappelle d'un exemple que dans mon entreprise, où quand j'étais au foot, on avait un gamin qui avait volé dans un vestiaire. Quelqu'un qui était dans une cité un peu difficile, et tout le monde voulait le mettre dehors. Moi, j'ai dit non. Je vais le prendre pendant 15 jours, pendant les fêtes de Noël. Je vais le prendre à l'entreprise. Le matin, il va se lever. C'était de Casseville pour monter à Rodez. Je le prenais le matin. Je le redescendais le soir. On cassait la croûte ensemble, on discutait. On l'a mis sur un ordinateur. Ce jeune est ingénieur aujourd'hui chez PSA. Très bien. On poursuit les conseils, réactions, appels. Oui. Alors peut-être réaction. Alors vous savez, c'est le plus grand des hasards. J'ai un petit carnet et dans mon carnet, j'ai retrouvé ce qu'on m'a remis. Je fais partie depuis peu d'un grand groupe qui s'appelle Schneider, 170 000 personnes.
Ce que m'a remis le président de Schneider à Nazi quand on avait un meeting ensemble. Ça s'appelle nos valeurs de base, ou nos fondamentaux. Je vous les donne, il y en a 5, parce que je viens de tomber dessus, et vous allez voir qu'on est vraiment dans le sujet. Premièrement, c'est considérer le client, bien sûr, et les différents acteurs. La deuxième valeur, c'est oser ne pas être d'accord. Oser être disruptif. La troisième valeur, c'est embrasser la différence. La quatrième valeur, c'est acter comme si c'était à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans la mêlée, tu n'es pas à l'extérieur. On ne peut pas être dehors, on est dedans, définitivement dedans dans une entreprise. La dernière valeur, et je reviens là-dessus, apprendre tous les jours. Et je t'écoutais, Didier, tu me parlais d'entraînement, tu me dis on s'entraîne toute la semaine, on joue une fois par semaine. Et ça m'a fait penser à une chose. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on se formait 1 heure par mois. Aujourd'hui, on se forme 20% du temps, voire 30% du temps. Le monde va tellement vite, les technologies vont tellement vite, les pratiques vont tellement vite, qu'on est obligé de se former. Donc on a un entraînement permanent, alors qu'au début de ma carrière professionnelle, on était bien formé, on avait un bon diplôme d'ingénieur, on n'avait pas de risque d'obsolescence. Et aujourd'hui, on est à l'entraînement comme dans le sport. Alors j'en arrive au conseil, je dirais globalement à peu près ce que j'ai déjà dit, ça peut le résumer, je dirais soyez sportif, pour 3 raisons. Soyez sportif pour votre santé, parce que le monde est difficile, mes amis, il est corrosif, nos entreprises sont difficiles à gérer, nos vies sont difficiles et on est meilleur quand on est en forme. Soyez sportif dans l'esprit. Et là, je résumerai ce point-là en disant, je reviens sur l'échec, c'est vachement important. Accepter l'échec pour mieux rebondir et pour mieux performer et pour gagner. Accepter l'échec. Et ça, c'est la plus grande leçon de sportif que j'ai eue, et ça doit être dans nos têtes. Accepter pour être meilleur. Si on ne reconnaît pas l'échec, il n'y a aucune raison qu'on s'améliore. Et le dernier, puisqu'on va vers le spirituel, puisque c'est toi qui vas passer après moi, c'est soyez sportif dans l'âme. Pour moi, l'âme, c'est la différence et la bienveillance. Ce qu'on voit sur les terrains, ce qu'on voit dans la diversité, dans tes clubs, on s'occupe de tout le monde, de tous les jeunes, etc. Soyez sportifs dans l'âme. Bref, soyez sportifs. Voilà ce que je vous conseille à toutes et à tous, et ce que j'essaie de m'appliquer à moi aussi. Voilà. Didier Katzenmayer. Alors pour moi, c'est difficile de pouvoir porter un message vis-à-vis des patrons d'entreprise parce que je suis un salarié. Donc en tant que salarié, c'est toujours facile de critiquer les autres. En tant qu'entrepreneur, on travaille comme des fous et on utilise souvent son argent pour pouvoir développer sa propre entreprise. Donc, ça ne sera pas un conseil, mais ça sera plutôt un retour d'expérience que j'ai, moi, vis-à-vis des gens que je côtoie tous les jours. Ce que je vois, c'est souvent des patrons qui se retrouvent seuls, et la solitude du patron d'entreprise, c'est une réalité. Et ce que j'aime bien, moi, c'est pouvoir échanger avec eux. Et donc, si je peux apporter simplement une contribution dans ce système, c'est dire aux patrons d'entreprise, nourrissez-vous d'échanges tels que celui d'aujourd'hui pour vous faire réfléchir et pour vous amener peut-être des réponses à des questions que vous vous posez tous les jours, qui sont liées au management, qui sont liées à l'introduction de nouvelles technologies, qui sont liées tout simplement à la façon dont on appréhende les ressources humaines d'aujourd'hui et celles de demain. Je vois beaucoup de sociétés qui rentrent dans des processus très réglementaires où l'humain n'est plus le driver. Donc dans tout ça, je pense que si j'avais un élément à donner, c'est simplement nourrissez-vous pour aller découvrir au travers des échanges que vous aurez avec des tiers, des nouvelles pistes, des nouvelles réflexions, qu'il y ait de la contradiction et que vous soyez moins seul. Voilà moi ce que je dirais en conclusion. Très bien. Alors, on a 5-10 minutes pour des questions-réponses avec la salle avant de clôturer cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des réactions? Après tout ce qui vient d'être dit sur les valeurs du sport et de l'entreprise,
Monsieur, alors parlez haut et fort que je puisse retranscrire la question. Levez-vous. Est-ce que vous avez une question ou une réaction? D'accord. Alors, question de l'alimentation par rapport aux valeurs du sport et de l'entreprise. Didier Lacroix, peut-être? Bien sûr que c'est une des données essentielles de la préparation. Et encore une fois, c'est une des données essentielles de l'adaptation que l'on a dû avoir dans le temps. Je vous explique pourquoi. En fait, on maîtrise 30 à 40% des déjeuners ou petits déjeuners qu'ils absorbent. Donc en fait, la problématique, elle n'est pas dans les moments où on la maîtrise, parce que quand vous allez dans les hôtels, quand vous organisez les petits déjeuners de l'ensemble des matins où ils s'entraînent et des repas qu'ils prennent ensemble, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a un docteur qui est lui-même en contact avec l'ensemble du monde de la diététique. Il y a l'ensemble des préparateurs physiques qui, durant leurs études, étudient tous les apports alimentaires, complémentation qu'on doit donner. Le problème, c'est quand on ne les a pas. Et là, arrive le problème de la sociologie. Parce que quand on a commencé à recruter des joueurs très tôt, qu'on les sort du bassin familial, donc on les sort de l'alimentation que faisaient papa et maman, il y a 30 ans, c'était assez facile. Quand je dis c'était assez facile, c'est que très souvent, non seulement ils arrivaient à 17-18 ans chez nous, en plus de ça, la mère venait pendant les 2-3 mois le temps qui s'acclimate, et c'était maîtrisé. Là, on arrive de plus en plus tôt, d'ethnies complètement différentes. Les Iliens, c'est une catastrophe en termes diététiques, mais catastrophe, c'est que vous les laissez repartir chez eux 2 mois, ils prennent 20 à 25% de leur poids. Donc, et tout devient à une adaptation. Tout ça pour dire que, encore une fois, oui, c'est quelque chose que l'on a pris en considération. Oui, c'est quelque chose de terrible. Du coup, parce qu'on avait voulu sociologiquement avoir ce monde de l'éducation, aller plus loin, c'est se dire c'est se dire comment on fait en sorte d'élever l'ensemble des jeunes qui viennent chez nous. Une des manières de les élever, c'est de ne pas les mettre en internat, mais au contraire, qu'ils se responsabilisent, qu'ils aient leur propre appartement, qu'ils aient leur propre facture à payer. Mais le problème était sur l'alimentation. Et le problème de l'alimentation, il a fallu la récupérer, ou au moins les faire manger au club, même s'ils se logent ailleurs, pour essayer d'encadrer énormément ça. C'est quelque chose qu'on arrive à peu près à maîtriser. Pas sur tous les individus, puisque tous les matins, si vous voulez venir demi-heure avant tout le monde, c'est 7h30 pour les premiers. Il y a un groupe Fat Boy, donc comme quoi il y a encore des clients qui ont un supplément d'amaigrissement à faire. Je ne citerai pas les noms.
Très bien, c'est noté. Donc l'alimentation, une vraie question. Merci pour votre question, monsieur. Y a-t-il une autre question, réaction dans la salle? Monsieur, parlez bien fort. Alors, comment considérez-vous le sport individuel? Il y a des éléments de réponse qui ont été apportés avec le judo, je crois. Moi, je crois que si vous voulez, dans la conclusion, je ne fais pas beaucoup de différence entre le sport individuel et le sport collectif. Moi, je fais du vélo aussi. Quand on se fait un col le matin de bonne heure, si on ne souffre pas, après à la descente, on se déstresse un petit peu. Je crois que ça revient à peu près au même. Le sport, après, il est évident. Alors, si le sport individuel veut dire pas d'excès, pas d'effort, pas de difficulté, c'est peut-être un peu différent, parce que ça devient uniquement un plaisir, une passion, comme on pourrait jouer sur, je ne vais pas dire sur une session de travail, mais presque ça. Mais je crois que le sport, qu'il soit individuel ou collectif, c'est le même état d'esprit. Et d'ailleurs, vous regarderez les compétiteurs ou les sportifs, que vous les foutiez seuls ou que vous les mettiez en équipe, c'est les mêmes. La différence, c'est que d'un coup, on se bat contre un chrono tout seul. Quand on joue au golf, on se bat contre un scoring. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est pareil. Et la différence, c'est qu'on n'entraîne pas, c'est qu'on n'entraîne peut-être pas les autres. Quoique, de temps en temps, quand vous prenez votre vélo et que vous partez avec les copains, vous vous retrouvez en sport co aussi, même en vélo. Bernard Dalmont, pour compléter? Oui, pour moi, je ne vois aucune différence non plus. Notamment la natation, on le voit. L'esprit d'équipe est super important. Quand on a des relais qui gagnent des médailles, il faut voir un petit peu les athlètes qui se surpassent. Et après, il y a le fait d'avoir les copains à côté qui sont là avant une compétition pour encourager, pendant la compétition pour encourager. C'est vraiment très important. Puis ils s'entraînent tous ensemble. Ils s'entraînent vraiment tous ensemble. Après, que ce soit dans un corps individuel ou collectif, chaque individu a sa façon de se préparer. Parfois, il y en a qui demandent à être un petit peu isolé pendant un moment. Je crois que moi, il n'y a vraiment aucune différence. Au fait, dans le sport individuel de compétition, vous savez, l'équipe existe. Le sparring partner en boxe, le préparateur, le masseur, le boxeur, il vous en manque un, ça ne marche pas. Même s'il y en a qu'un qui prend des nions, mais ça ne marche pas. Et les dirigeants. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question-réaction? Monsieur? Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit. Donc, l'échec est une notion importante, mais effectivement, dans l'entreprise, c'est les numéros 1, les médailles d'or qui comptent uniquement. Qui veut réagir par rapport à ça? Didier Katzenmayer. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que lorsque vous bidez, dans notre jargon, lorsque donc vous concourez pour obtenir une prestation ou un produit par rapport à une demande d'un client et que vous êtes finalement le second, finalement vous avez perdu. Moi, ce que je pense là, et ça a été dit tout à l'heure, moi ce que je m'applique toujours et ce qu'on essaye de faire dans les équipes achats d'Airbus, tant bien que mal, parce que c'est pas toujours la vérité, donc je modère un peu mes propos, mais lorsque j'étais dans cette fonction-là, je me l'appliquais, c'est faire un débrief à chaud. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est toujours, et c'était un peu l'objet de la troisième mi-temps
qui était sous-jacente quand Didier le disait tout à l'heure, en disant je fais un débrief pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est ça qui est essentiel. Et je pense que dans les relations client-fournisseur que vous pouvez avoir dans le monde de l'entreprise, lorsqu'il y a un échec, il faut comprendre les raisons de cet échec. Et ça, c'est du rôle effectivement du manager de débriefer son équipe pour comprendre avec son équipe. Et c'est du rôle aussi du client de donner en toute transparence ses clés de lecture. Il est vrai que très souvent, on n'a pas forcément cette position-là. Et je pense que c'est dommage, je pense qu'il y a des gens qui sont contents derrière. Hein. Ils fêtent un petit peu la fin de la journée. Et ils sont vraiment contents. Eux, ils font la troisième mi-temps. Et ce que j'essaie de m'appliquer, c'est bien ça. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours meilleur qu'on se trouve du côté client ou fournisseur. C'est toujours difficile aussi pour un client de formaliser et d'expliquer clairement face à son fournisseur qu'il n'a pas été retenu pour telle et telle raison, sans tricher. C'est une question là aussi de valeur et de confiance et de respect par rapport au travail qui a été effectué. Donc pour moi, c'est difficile pour le manager de dire ben voilà, on a eu cet échec-là, mais ça permet de reconstruire l'équipe et de comprendre le pourquoi de l'échec. Il peut être injuste, mais auquel cas, l'équipe, c'est-à-dire votre team, va le comprendre. Et ça les mobilisera encore plus pour se battre la prochaine fois et justement obtenir le Graal, à savoir la notification qui fait que, in fine, vous êtes retenu. Très bien. Mais écoutez, je vous propose qu'on arrête sur cette valeur positive. Merci messieurs pour vos témoignages et vos expertises.